Le Hell in a Cell, c'est certainement un des matchs les plus populaires et intrigants de la WWE. Je veux dire, vous montrez à n'importe qui l'image de cette gigantesque cage de plus de 5 mètres de haut qui entoure le ring et vous en rajoutez une couche avec des extraits du match entre l'Undertaker et Mankind et ça y est, ça devient sa stipulation favorite. Bon, dans les faits, tous les Hell in a Cell ne sont bien sûr pas à la hauteur de celui-là, ni même du tout premier entre Shawn Michaels et l'Undertaker, mais si cette cage est devenue aussi populaire, c'est pas non plus pour rien. Et oui, avant de devenir la stipulation qu'on ressortait chaque année juste parce que le pay-per-view du même nom avait lieu, le Hell in a Cell c'était avant tout un match important qui servait à conclure des rivalités intenses. Sauf que si quand on pense à cette cage, on pense facilement aux 2 matchs de l'Undertaker que j'ai cités ou à certains très bons matchs de Batista ou de Triple H, il s'avère qu'il existe un affrontement extrêmement particulier qui s'est déroulé dans un Hell in a Cell en 2000, puisque pour la seule et unique fois, 6 catcheurs se sont retrouvés dans cette structure démoniaque pour nous offrir un match absolument historique. Donc installez-vous confortablement pendant que je vous raconte l'histoire d'un combat qui a marqué toute une génération de fans et qui continue de faire parler de lui aujourd'hui, le Six-Way Hell in a Cell entre 6 des plus gros noms de l'époque lors de Armageddon 2000. Alors, évidemment, pour raconter une telle histoire, il va falloir revenir bien avant le début de l'affrontement, parce que vous imaginez bien qu'un tel match, ça s'est pas construit hyper facilement. Déjà, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. L'année 2000, pour beaucoup, c'est la plus grande année de l'histoire de la WWF. On a bien sûr des catcheurs de l'attitude era au sommet de leur art, avec The Rock et Stone Cold, on a encore certains grands noms des années 90, comme l'Undertaker, qui adapte même son personnage pour mieux coller à la nouvelle image de la WWF, et on a au milieu de tout ça des catcheurs comme Kurt Angle, qui va choquer le monde et s'installer très vite au sommet de l'entreprise. Ça, bien sûr, c'est pour les noms principaux du catch de l'époque, mais il faut pas oublier qu'au même moment, le milieu de la carte est peuplé de catcheurs comme Chris Jericho, Kane ou encore les Hardy Boys, mais aussi Edge et Christian pour la division tag team, et avec tout ça, la WWF peut nous proposer des shows qui vont rester dans les mémoires. Et si je parle de tout ça, c'est pas pour rien. Mettre 6 têtes d'affiche dans un match, c'est pas donné à toutes les époques. Et si aujourd'hui on peut se dire que c'est hyper simple de recréer cet exploit, il suffit de mettre Reigns, Rollins, Owens, Cody, Punk et Drew McIntyre dans un match par exemple, bah il y a de ça quelques années, ça paraissait bien plus compliqué. Sauf que, comme je l'ai dit, en 2000, le roster de la WWF était tellement immense qu'il fallait bien trouver un moyen de mélanger tous les plus grands noms, et c'est comme ça que commence notre histoire. Au mois de juin 2000, quelques temps après WrestleMania, Mick Foley décide de s'éloigner des rings en tant que catcheur et il obtient très vite le poste de commissaire qui lui permet de prendre des décisions concernant les différents matchs. À l'époque, le champion de la WWF c'est nul autre que The Rock, qui est venu à bout de Triple H et de la famille McMahon quelques jours plus tôt pour remporter son 5e titre mondial, pendant que le même soir de son côté, Kurt Angle battait Rikishi pour devenir le King of the Ring et confirmer sa position parmi les plus grands de l'entreprise. Et justement, tout ça va déjà offrir au champion 2 potentiels challengers. Alors que Mick Foley vient tout juste d'être nommé commissaire de la WWF et qu'il est confronté par Kurt Angle et Triple H qui demandent chacun une chance au titre, Foley décide d'organiser un match à 3 entre l'ancien champion, le roi du ring et l'actuel détenteur de la ceinture afin de déterminer son adversaire lors du prochain épisode de SmackDown. Bon, malheureusement pour les 2 prétendants, ils vont être battus par The Rock, qui obtient donc un sursis et ne doit affronter ni Angle ni Triple H quelques jours plus tard, et pendant quelques temps, cette histoire se calme un petit peu. De son côté, le champion va se lancer en rivalité contre Shane McMahon et son associé Chris Benoit, qui obtient un match pour le titre lors du pay-per-view suivant. Triple H, lui, continue sa rivalité contre Chris Jericho après que celui-ci lui ait coûté son match à Raw, et Kurt Angle démarre une histoire contre l'Undertaker pour continuer de s'installer dans la scène de Main Event. Ces histoires se déroulent alors chacune de leur côté pendant les semaines suivantes, mais très vite elles vont toutes se mélanger puisque Kurt Angle, Triple H et Chris Jericho relancent leurs aspirations et veulent tous les 3 se diriger vers le titre mondial. Tout ça mène entre autres Angle et Triple H à faire équipe lors du Raw du 3 août 2000, mais cette association ne va pas être de longue durée puisque très vite une rivalité se lance entre les deux autour de la relation entre Angle et Stephanie McMahon, la femme de Triple H. Du coup, pour régler tout ça, Mick Foley décide d'organiser un match entre les 2 hommes auquel vient s'ajouter Chris Jericho, et pour pimenter le tout, il annonce que le vainqueur du combat aura droit à un match de championnat contre The Rock lors de SummerSlam. Évidemment, cette histoire elle va pas se dérouler simplement, et ce triple menace se termine avec Angle et Triple H qui rivent tous les deux les épaules de Jericho en même temps, ce qui force donc le commissionnaire à organiser un triple menace pour le titre mondial dès le prochain pay-per-view. Et c'est là que petit à petit, de nombreux noms vont venir s'ajouter à notre histoire. Lors de SummerSlam, The Rock va profiter de l'absence de disqualification et surtout de la rivalité entre ses 2 adversaires pour river les épaules de Triple H et conserver son titre, et grâce à ça, il peut s'attaquer à autre chose et s'occuper de son prochain défi. Sauf que ce prochain défi, encore une fois, il va évidemment pas être facile. En tant que commissaire de la WWF, Mick Foley doit en fait gérer un chaos permanent dans l'entreprise avec de nombreuses interventions dans les divers matchs visant à couronner le nouveau challenger au titre du Rock, et donc pendant que Triple H et Kurt Angle continuent leur rivalité de leur côté en s'éloignant de la ceinture, Kane, l'Undertaker et Chris Benoit n'arrivent pas à se départager,
et obtiennent alors tous les trois un match de championnat lors de Unforgiven. On est à ce moment-là en septembre 2000, et puisque les trois potentiels challengers n'ont eu de cesse d'interrompre leurs matchs respectifs ou d'utiliser des objets pour causer des disqualifications, Mick Foley en a eu marre et a décidé de mélanger tout le monde pour offrir un immense main event à ce prochain pay-per-view. Et ça, c'est très important. Foley, à ce moment-là, il n'a pas de favori. Il cherche pas à mettre tel ou tel catcheur en avant, et ça s'explique par son personnage de favori des fans. Tout ce qu'il veut, c'est être dans le juste, et il veut offrir aux plus méritants la chance de devenir champion du monde. Et en l'occurrence, puisque dans cette histoire, Kane, Taker et Benoit n'arrivent pas à se départager, la chose la plus juste et logique à faire, c'est de laisser The Rock défendre son titre contre 3 challengers. En plus, grâce à ça, le champion est présenté comme étant extrêmement puissant, puisqu'il a déjà gardé son titre contre Triple H et Kurt Angle, et comme vous vous en doutez, lors de Unforgiven, il surpasse 3 immenses adversaires et rive les épaules de Chris Benoit pour conserver la ceinture. Mais ça, c'est pas l'événement le plus important de cette soirée. Pendant le même show, alors qu'il a disparu des écrans de la WWF depuis de très longs mois après avoir été renversé par une voiture, Stone Cold Steve Austin fait son grand retour dans l'entreprise sous l'ovation des fans, et il enchaîne ce soir-là les stunners sur Shane McMahon pour confirmer que sa carrière était loin d'être terminée. Et vous vous en doutez, si Stone Cold fait son retour ce soir, c'est pas pour se lancer dans des histoires banales de milieu de carte. S'il revient, c'est pour viser les sommets. Et les sommets à l'époque, c'est évidemment le titre de champion de la WWF. Du coup, dans les semaines suivant Unforgiven, Stone Cold va se confronter à Kurt Angle, mais aussi à l'Undertaker et à Triple H pour confirmer qu'il est de retour au sommet de la carte. Et finalement, lors du Raw du 9 octobre 2000, il découvre qui l'a renversé pour l'éloigner des rings, et cette révélation est pour le moins surprenante. Alors que tous les regards étaient portés vers la DX et vers Triple H à la base, puis carrément vers The Rock dans les quelques dernières semaines, le véritable coupable est révélé au monde entier et il surprend tout le monde. Il s'agit de Rikishi. Bon, cette annonce, elle est extrêmement connue, c'est la fameuse promo de Rikishi qui dit qu'il a fait ça pour The Rock, tout le monde en a parlé comme étant un des pires trucs de l'histoire, mais en vrai, sur le moment, c'était pas si horrible. En fait, à l'époque, Rikishi commence à être très populaire en tant que face, et il a d'ailleurs commencé à s'associer avec The Rock pour se mettre en avant, et donc la WWF imagine qu'en le faisant passer du côté des méchants, cet amour des fans va se transformer en haine, et qu'il pourra alors devenir un des plus grands heels de l'entreprise. Donc oui, malheureusement, tout s'est pas tout à fait passé comme ça, mais ce retournement de situation, il permet quand même à Rikishi de se lancer dans une rivalité contre Stone Cold, et avec tout ça, on arrive alors à quelques pay-per-view de Armageddon pour conclure la construction de ce très grand match. Ce soir-là, Stone Cold et Rikishi vont se livrer une véritable guerre dans le public et aux abords du ring qui finira à l'extérieur de la salle et qui ne donnera même pas lieu à une fin concluante, puisqu'après avoir ouvert le crâne de son adversaire, Austin va tenter de l'écraser avec son 4-4 pour se venger, mais il sera finalement arrêté et quittera le show menottes au poignet. De son côté, le même soir, Triple H vient à bout de Chris Benoit et commence alors progressivement à devenir un favori de la foule, et finalement dans le main event, le moment le plus important se produit, puisque suite à des interventions ratées de Rikishi, Kurt Angle vient à bout du Rock et remporte alors le titre de champion de la WWF pour la toute première fois de sa carrière. Et là, on a quasiment déjà tous les protagonistes de notre match. En plus, lors du Raw du 30 octobre 2000, l'Undertaker fait son retour après avoir disparu des écrans pendant quelques semaines et il devient très vite challenger numéro 1 au titre de Kurt Angle, pendant que Triple H de son côté révèle lors de l'épisode du 6 novembre qu'il était depuis le début l'associé de Rikishi dans l'attaque de Stone Cold, et tout ça nous mène donc au Survivor Series, le tout dernier pay-per-view majeur avant Armageddon. Ce soir-là, on a 3 matchs principaux qui nous intéressent, puisque d'une part, The Rock et Rikishi sont officiellement entrés en rivalité après le heel turn de ce dernier, et ils se font face dans un match simple qui est bien évidemment remporté par le Rock. D'un autre, Kurt Angle crée l'exploit de conserver son titre de champion du monde contre l'Undertaker grâce à l'aide de son frère. Et le main event entre Triple H et Stone Cold se termine dans un match nul, puisque ce dernier va tout simplement tuer son adversaire. Alors non, pas littéralement, mais franchement, sur le moment, on pourrait le croire. Et d'ailleurs, les commentateurs n'ont pas arrêté de répéter depuis que c'était un miracle que Triple H ait survécu. Et je pense que même miracle, c'est trop peu dire. Bref, avec ça, on a donc 6 hommes qui sont dans des rivalités différentes, mais qui gravitent tous autour du titre de champion qu'ils convoitent ou possèdent, si on parle de Kurt Angle. Et c'est donc lors du SmackDown du 30 novembre qu'un des matchs les plus fous de l'histoire va être officialisé. En fait, puisque Kurt Angle est intervenu dans le match entre Rikishi et The Rock pour couronner son prochain challenger et qu'il a donc donné à cet affrontement une fin décevante, Mick Foley réalise qu'il doit changer les choses. Il sait qu'il ne peut pas organiser un nouveau match pour être challenger puisqu'il sait très bien que de toute façon Angle trouvera une solution pour intervenir et éviter d'avoir à défendre son titre, et donc au lieu de nommer un challenger numéro 1 de manière totalement arbitraire, il va reprendre ce qu'il avait fait quelques mois plus tôt et il décide alors d'en nommer plusieurs. À ses yeux, beaucoup de catcheurs méritent une chance au titre et il annonce donc ce soir que c'est au total 5 hommes qui auront leur chance face à Kurt Angle. Il commence en annonçant The Rock, qui est l'ancien champion et qui a logiquement le droit à une revanche,
Il accueille ensuite l'Undertaker qui peut encore tenter sa chance après avoir perdu à cause du frère de Kurt Angle, et Stone Cold se joint finalement aux deux hommes puisqu'il a failli perdre sa carrière à cause de Rikishi et mérite donc de pouvoir rattraper son retard. Et justement, puisque l'histoire de Stone Cold est profondément liée à celle de Rikishi et donc à celle de Triple H puisque c'est lui qui l'a payé pour qu'il s'en prenne à Austin, Mick Foley demande aux deux hommes de venir sur la rampe d'entrée et il annonce officiellement que lors de Armageddon, cette histoire sera réglée pour de bon et que les 6 hommes se feront face dans un match où il n'y aura ni intervention ni disqualification, le Hell in a Cell. C'est désormais officiel. 6 des catcheurs les plus importants de l'année 2000 vont se retrouver enfermés dans la structure la plus inquiétante de la WWF, et avec en jeu le titre le plus important de l'entreprise, tout indique que ce match va être exceptionnel. Sauf qu'en réalité, il reste encore une petite semaine avant le pay-per-view. Et l'idée d'un match aussi dangereux avec 6 catcheurs principaux de l'entreprise ne réjouit malheureusement pas tout le monde. Bien sûr, les fans, eux, sont aux anges, c'est probablement l'un des matchs de rêve de l'époque, mais Vince McMahon va considérer que cette décision est irresponsable et que Mick Foley est absolument fou d'avoir organisé une telle chose, ce qui pousse le commissionnaire à le rejoindre dans le ring pour lui rappeler déjà les matchs qu'il a lui-même organisés par le passé, et finalement Vince se fait détruire par Austin, The Rock et l'Undertaker, et ce dernier Raw avant Armageddon se termine par une attaque de Triple H, Angle et Rikishi sur leurs 3 futurs adversaires. Et donc, on y arrive enfin. Le 10 décembre 2000, pour conclure le pay-per-view Armageddon, un clip excellent accompagné par la musique O Fortuna est diffusé, et la cage la plus impressionnante de la WWF descend vers le ring pour attendre les hommes qui vont se détruire à l'intérieur. Triple H s'avance en premier vers la structure et il est rejoint par Rikishi puis par Kurt Angle avec qui il semble plus ou moins être associé, mais le champion préfère se préserver et ne rentre alors pas tout de suite dans la cage. Le maître du Hell in a Cell peut alors à son tour s'avancer au ring puisque l'American Badass l'Undertaker fait son entrée et l'ancien champion ne tarde pas à rejoindre ses adversaires dans le ring pour reprendre le titre qu'il a perdu à cause de son ancien partenaire. Et là, on sent vraiment l'importance de ce match parce que juste pour maintenir l'ordre, il n'y a pas moins de 6 arbitres dans le ring qui tentent tant bien que mal d'éviter que le combat débute avant l'entrée de tous les participants. Et franchement, ça donne à ce main event un aspect encore plus impressionnant. On attend maintenant plus qu'un seul homme pour officialiser le début de ce match, et enfin Stone Cold fait son entrée et se dirige vers le match le plus dangereux de sa carrière. Mais justement, Austin, il a peur d'absolument rien et il a pas de temps à perdre. À peine arrivé devant la porte de la cage, il se jette sur Kurt Angle, qui n'est toujours pas monté dans le ring, et il se dépêche de le jeter dans la cage au lion avant de partir à la lutte avec Triple H. Un tel match ne peut bien sûr pas attendre que les 6 hommes se calment pour démarrer et la cloche sonne donc tout de suite alors que Kurt Angle rentre enfin dans la cage et c'est parti. Les coups sont échangés partout dans la cellule et les 3 matchs de Survivor Series se rejouent chacun de leur côté avec le champion et son précédent challenger qui finissent par s'affronter au centre du ring. The Rock, Rikishi, Stone Cold et Triple H se battent d'abord à l'extérieur, mais rapidement Angle et Taker laissent leur place à l'ancien champion et son rival, et pour que tout le monde ait le droit de briller, Stone Cold et Triple H finissent par à leur tour rejoindre le ring pour échanger les prises. Le match vient alors à peine de commencer et on a déjà un rythme absolument incontrôlable avec des prises et des coups dans absolument tous les sens, et très vite Stone Cold tente de remporter le match en rivant les épaules du game au centre du ring. C'est évidemment là le seul moyen de remporter ce match, il faut profiter de l'absence des autres participants pour couvrir ou faire abandonner un d'entre eux dans le ring, ce qui évidemment est bien plus facile à dire qu'à faire. Stone Cold, lui, il est déterminé à venir à bout de Triple H dans le ring, mais malheureusement pour lui, il est très vite repris par son rival qui part à l'extérieur se concentrer sur ses jambes, et pendant ce temps, The Rock, qui a depuis quitté son ennemi juré pour se concentrer sur le champion, entre dans le ring et part à la lutte avec Kurt Angle. Si le match avait jusqu'à présent une construction plutôt ordonnée avec des affrontements en 1 contre 1 aux 4 coins de la cage, on sent qu'à partir de là, on est dans une direction bien plus violente avec Triple H qui écrase Austin avec une souplex et Kurt Angle qui va s'en prendre à Rikishi pour diversifier un petit peu le combat. Évidemment, il n'y a pas la moindre disqualification dans ce match et Austin en profite puisqu'il va frotter le crâne de Triple H contre le grillage pour lui ouvrir le front, mais mine de rien, jusqu'à présent, personne n'a vraiment le dessus sur ce match. En fait, il faut attendre que Rikishi vienne sauver son associé en attaquant Stone Cold pour qu'une certaine domination s'installe, mais alors qu'on pense que Triple H et Rikishi vont faire équipe pour se débarrasser de leurs rivaux, The Game trahit son partenaire et le couche avec un pedigree pour tenter de remporter la ceinture. Bon, malheureusement pour Triple H, The Rock revient à ce moment-là dans le ring et donc il empêche Hunter de repartir avec la ceinture, mais vous allez voir que tout ça, ça va surtout permettre de lancer un enchaînement absolument excellent. En fait, Rocky va à son tour tenter de gagner le match en plantant le crâne de Triple H dans le sol avec un DDT, mais Kurt Angle l'empêche de gagner et l'écrase avec un Angle Slam avant de lui river les épaules, ce qui bien sûr ne lui offre pas la victoire puisqu'Austin débarque à ce moment-là et couche le champion avec un stunner. L'enchaînement aurait pu s'arrêter là et il aurait déjà été absolument dingue, mais bien sûr il manque encore une personne puisque l'Undertaker fait son entrée et explose Austin avec un chokeslam pour lui aussi tenter de repartir avec le titre, mais Triple H qui a entre-temps réussi à reprendre ses esprits débarque pour briser le tombé.
Avec ça, vous voyez que le match prend un vrai côté chaotique, on a 4 corps inertes dans le ring, un Deadman en roue libre qui explose Triple H partout dans la cage, et quand enfin Stone Cold et Rikishi reprennent leurs esprits, ils repartent directement à la lutte et la guerre peut continuer. En fait, c'est absolument impossible de s'ennuyer devant ce match parce que peu importe où vous regardez, il se passe forcément quelque chose. Et en plus, même là, alors qu'on a eu plein de grosses prises et qu'on pourrait croire du coup qu'on va avoir un petit ralentissement dans le match, on a l'arrivée de Vince McMahon avec Pat Patterson et Gerald Briscoe sur un camion rempli de sciure de bois, qui vous allez le voir va avoir une importance majeure dans le match. Et oui, si vous avez déjà vu des clips et un en particulier de ce match, vous savez certainement de quoi je parle, et pour permettre à ce Hell in a Cell de passer à l'étape suivante, Vince demande à ce que la porte de la cage soit attachée au camion, et celui-ci finit par démarrer pour arracher un morceau de la cage et libérer les 6 catcheurs enfermés à l'intérieur. Sauf que, vous le savez, dans un Hell in a Cell, on n'est pas forcément plus en sécurité dehors que dedans. Et puisque Vince sait très bien que cette cellule est dangereuse et qu'on rappelle qu'il voulait absolument pas que ce match ait lieu, il fait revenir le camion pour que la structure entière soit détruite, ce qui, évidemment, ne va jamais se produire. En fait, alors que Vince est sur le point de gâcher ce grand affrontement, Foley fait son entrée et il empêche le dirigeant de la WWF de détruire la cage avant de s'en prendre à Briscoe et Patterson, puis de faire escorter Vince McMahon hors de l'arène. Le Hell in a Cell peut alors continuer dans des conditions encore plus violentes, puisqu'à ce moment-là, Triple H profite de la situation pour quitter la cage et tenter de fuir, mais il est rejoint par Austin qui utilise tout ce qui est à sa disposition pour faire souffrir le principal responsable de sa blessure l'an passé. Évidemment, Austin et Hunter ne sont pas les seuls à quitter la cage, puisque Angle, Rikishi, Le Rock et l'Undertaker se battent également sur les voitures entassées proches de l'arène d'entrée, et comme je vous l'ai dit, le match devient à ce moment-là bien plus violent. Austin se retrouve le crâne explosé à travers la vitre du camion, Angle subit la même chose sur une voiture et cette dernière sert également à Triple H, puisqu'il va écraser The Rock avec un pedigree pour tenter de s'en débarrasser. Bien sûr, les 6 hommes se battent pour la ceinture la plus importante de l'entreprise, mais là, ils luttent aussi dans des rivalités bien plus personnelles, et évidemment, tout ça combiné donne un match violent et dangereux qui ne va laisser personne indemne. En plus, on va pas se mentir, quand les Hell in a Cell sont ouverts et que les catcheurs partent à l'extérieur, c'est juste excellent, alors quand en plus ils sont pas 2 mais 6, ça rend le match encore plus plaisant à suivre. Avec ça, la guerre continue sur la rampe d'entrée et des barils sont utilisés comme armes pendant que les corps s'écrasent sur les diverses voitures exposées aux alentours, et immédiatement après, Angle et l'Undertaker reviennent aux abords du ring et se détruisent sous les yeux des fans. À ce moment-là, c'est clairement le champion qui a le dessus sur son adversaire, pendant que Stone Cold, lui, semble avoir le contrôle sur Triple H, mais pour justement éviter de se retrouver en trop grande difficulté, The Game décide de grimper sur la cage et peut alors débuter la deuxième partie de ce match. Et oui, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, quand je vois un Hell in a Cell, j'attends qu'une chose, c'est que les catcheurs grimpent sur le toit pour se détruire. Et même si en vrai, ça arrive pas si souvent que ça, ou en tout cas pas dans tous les matchs, je pense que le match entre l'Undertaker et Mick Foley m'a tellement matrixé que je faisais toujours ça à l'époque sur les jeux SmackDown vs Raw, et que du coup, j'avais envie de le voir en vrai. Et là, justement, on n'est pas dans un jeu vidéo. Et donc, au moment où Stone Cold rejoint Triple H au sommet de la cage, c'est des coups bien réels qu'il reçoit, et qui passent très proche de le faire chuter dans le camion. Au même moment, l'Undertaker, lui, a repris le dessus sur Angle et le champion décide alors à son tour de fuir vers le toit de la cage et c'est désormais 4 des 6 adversaires du soir qui se retrouvent dans une position extrêmement dangereuse. D'entrée de jeu, Austin va s'en prendre à Kurt Angle et il reçoit l'aide de l'Undertaker pour passer le champion à tabac, ce qui permet en fait à Triple H de redescendre pour fuir une situation absolument désastreuse. En faisant ça, Triple H prend certainement la meilleure décision de ce match puisque pendant ce temps, Rikishi fuit The Rock et grimpe à son tour au sommet de la cellule, ce qui vous allez le voir va véritablement signer son arrêt de mort. De l'autre côté du toit, l'Undertaker s'est emparé d'une chaise et il explose Angle avec, mais il ne voit pas que Rikishi les a rejoints et ce dernier peut alors dérouler sur le Deadman pour tenter de reprendre l'avantage. Cette situation va énormément profiter au champion qui réalise que en fait c'est maintenant ou jamais s'il veut descendre vers une position plus sûre et il réussit alors à prendre la fuite pendant que l'Undertaker reprend le contrôle sur le catcheur samoan. Et c'est là que le moment qu'on attend tous va enfin se produire. Surpris par le retour de son adversaire, Rikishi est frappé à plusieurs reprises par l'Undertaker qui le rapproche dangereusement du bord de la cellule et alors qu'il titube et passe proche de la chute à chacune des droites, Rikishi est finalement saisi au cou par le Deadman et voilà ce qui se passe. Ce moment est tout bonnement exceptionnel. Voir un catcheur du gabarit de Rikishi se faire balancer dans un camion du haut d'une cage, c'est une image juste folle, et je me rappelle très bien avoir découvert ça quand j'étais petit et avoir juste pété un câble. J'avais passé des heures à regarder des highlights du match et à chercher un moyen de le voir en entier, et croyez-moi, le jour où j'ai réussi, c'était le meilleur moment de ma vie. Évidemment, après cette chute, la salle explose et tout le monde est sous le choc puisque même les catcheurs présents dans le match vont marquer une pause pour observer ce qui vient de se passer, alors que Rikishi, lui, est inconscient au milieu de la sciure de bois. Mais bien sûr, le match n'est pas pour autant terminé. Quelques instants après, les fans explosent à nouveau puisque dans le ring, ils observent un des face-à-face les plus importants de l'époque entre The Rock et Stone Cold, et les deux titans partent alors à la lutte dans un moment exceptionnel.
Les fans sont complètement fous et c'est finalement The Rock qui semble prendre l'avantage avec son Spinebuster, mais alors qu'il prépare son People's Elbow pour en finir, Triple H revient et le couche avec un puissant coup d'avant-bras. Les trois grands favoris du match sont à bout de force dans le ring et alors que The Rock arrive enfin à se débarrasser de Triple H, il est rejoint par Kurt Angle qui débarque de nulle part et se jette sur lui. Sauf que The Rock a tout prévu. Il est déjà prêt à accueillir le champion et il le surprend avec un rock bottom qui donne des espoirs à la salle entière, mais à la dernière seconde, Austin se relève et brise le tombé pour sauver son match. Vous le voyez, absolument tous les catcheurs ont versé du sang dans ce combat, tout le monde a souffert et chaque personne est à bout de force, mais il faut bien que cette guerre se termine d'une manière ou d'une autre. Pour ça, Stone Cold se relève et reprend sa lutte avec The Rock en le couchant très vite avec un stunner qu'il envoie de l'autre côté du ring, mais alors qu'il tente de ramper pour lui river les épaules et remporter le match, Triple H revient à son tour et veut en profiter. Il relève Austin et veut certainement préparer un pedigree, mais il est contré par son adversaire qui le couche avec un neckbreaker, et alors que tous les yeux sont rivés vers cet affrontement, quelque chose d'extrêmement important se produit en arrière-plan. Discrètement, pendant que Austin et Triple H sont à la lutte, le champion Kurt Angle rampe avec ses dernières forces et place son bras sur le corps inerte du Rock pour obtenir un compte de 3 totalement inattendu et conserver son titre pour choquer les fans. Au moment de l'annonce, le public n'y croit pas et pourtant c'est bel et bien confirmé, Kurt Angle a réussi à survivre au match le plus dangereux de l'histoire de la WWF et il a réussi par miracle à surpasser 5 challengers pour quitter le Hell in a Cell avec son titre, ce que personne ne croyait possible à cette époque. Et c'est aussi ça qui aide à rendre ce match aussi spécial. Le principe d'enfermer 6 catcheurs dans une cage, c'est déjà fou et ça avait jamais été fait avant. Le fait que ces 6 catcheurs soient d'aussi gros noms pour l'entreprise, c'est encore plus important. Les spots hallucinants pendant le match, ils ont bien sûr marqué tout le monde, mais le fait que malgré tout ça, Kurt Angle, qui n'était absolument pas construit comme un champion surpuissant, réussisse à repartir avec le titre, c'est tout bonnement exceptionnel. En plus, pour montrer que cette histoire est loin d'être finie, Angle est interrompu dans sa célébration par un dernier stunner de Austin. Armageddon 2000 peut alors se conclure sur cette image absolument folle. 4 hommes à bout de force et en sang au milieu du ring, pendant que leurs 2 derniers adversaires ne se sont toujours pas relevés de leur spot exceptionnel. Et au milieu de tout ça, un champion qui ressort miraculé de cette immense guerre alors que personne ne l'annonçait favori. Honnêtement, si vous n'avez jamais vu ce match, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que moi j'ai adoré revenir dessus pour cette vidéo et même vous reparler un petit peu du contexte en revoyant des shows de l'époque, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, comme d'habitude, je compte sur vous pour me donner votre avis sur ce match et sur toute sa construction dans les commentaires, surtout si vous le découvrez avec cette vidéo, mais si vous l'avez déjà vu à l'époque ou comme moi des années plus tard, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en avez pensé. Tant que vous y êtes, n'oubliez pas le petit like qui aide aussi beaucoup la chaîne et rejoignez-moi sur Twitch et sur ma chaîne secondaire pour du contenu quasiment tous les jours, franchement c'est le meilleur endroit où me suivre. Sur ce, moi je vous attends là-bas, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.